Avec la crise actuelle du Covid, on a vu les expositions en ligne se multiplier afin de répondre à l'impératif de rester chez soi. Mais si la visibilité de ces expositions virtuelles s'est considérablement accrue durant cette période de confinement, cela fait de nombreuses années que la notion d'exposition virtuelle se banalise, parallèlement à l'essor des technologies numériques. Internet, et plus récemment la réalité virtuelle, ont démocratisé l'idée d'exposer des œuvres d'une manière dématérialisée. Mon intervention pour le colloque La circulation des images consiste à une présentation succincte de deux manières d'appréhender l'exposition virtuelle. Je me pencherai tout d'abord sur le cas du Louvre, qui utilise l'exposition virtuelle de manière traditionnelle comme une possibilité de reproduction des images. Puis, dans une seconde partie, j'évoquerai une des dernières œuvres de Chris Marker, L'Ouvroir, qui a un rapport plus créatif à l'exposition virtuelle. Il y a deux manières d'appréhender le fait d'exposer des œuvres dématérialisées. Soit on présente des reproductions d'œuvres déjà existantes, soit on expose des œuvres originales, tirant parti de cette dématérialisation. La première possibilité, exposer virtuellement des œuvres déjà existantes, est la plus évidente et la plus répandue. Elle apparaît au début des années 1980 avec la démocratisation des médias numériques. Du fait de leur impact dans la culture populaire, ils modifient rapidement la manière de communiquer des musées et des institutions culturelles. Le multimédia, outil de communication moderne et novateur, permet de sensibiliser un nouveau public et révolutionne le rapport à l'information. Les institutions culturelles l'utilisent pour la promotion ou l'archive de leurs expositions en le substituant progressivement aux médias imprimés. Le passage de la disquette au CD-ROM à la fin des années 1980 marque un tournant technologique et commercial. En démultipliant les capacités de stockage, il concurrence désormais le livre. Le marché des CD-ROM culturels devient important et la plupart des grandes institutions proposent un ou plusieurs catalogues de leurs expositions sur CD-ROM. L'historien Jean-Marc Dreyfus en fait le constat en 1996 dans le numéro 52 de la revue XXe siècle. Je le cite. L'éditeur ODA propose des petites encyclopédies par peintre. Les principaux musées français éditent ou préparent la sortie de leur collection sur un support multimédia. Le titre Louvre, peinture et palais est pour l'instant la plus grosse vente en France de CD-ROM. L'utilisateur peut y visiter le musée du Louvre et étudier 100 œuvres particulières. Il peut également avoir un aperçu de l'histoire du palais. Le CD-ROM Orsay Visite Virtuelle a une navigation qui est plus sophistiquée. La visite du musée y est réellement virtuelle, l'utilisateur pouvant se promener dans tout le musée, tourner et s'approcher des œuvres. 200 peintures et sculptures sont présentées et commentées. Un guide intelligent conseille l'utilisateur en fonction de ses goûts et de ses choix initiaux. Ce CD-ROM contient également une étonnante reconstitution en 3 dimensions de la gare d'Orsay telle qu'elle se présentait au XIXe siècle. Fin de la citation. On se rend compte que la conception des expositions virtuelles a peu évolué depuis cette époque. Les CD-ROM multimédia des années 1990 incorporent déjà la plupart des fonctionnalités des expositions virtuelles contemporaines. Cette stagnation est probablement liée à la nature visuelle du langage multimédia. Avec l'arrivée du CD-ROM, la qualité des images numériques augmente considérablement et permet la reproduction d'œuvres graphiques en bonne qualité. C'est ce passage à la reproductibilité qui semble être décisif. Depuis, hormis quelques améliorations techniques, il n'y a pas eu de rupture fondamentale dans ce principe de reproduction qui ne fait que prolonger des usages remontant aux médias imprimés. À cet égard, le cas du Louvre est exemplaire. Figure de proue des institutions culturelles françaises, le Louvre expose virtuellement ses collections de différentes manières. Mais si les formes varient, la conception reste souvent la même et apparaît comme une déclinaison du CD-ROM Louvre, peinture et palais. S'intégrant de manière complémentaire dans la mission du musée, 3 grands types d'expositions virtuelles se dégagent. La présentation d'œuvres sur une page internet, la présentation d'œuvres dans une application interactive, et enfin, la présentation d'œuvres dans un espace immersif en 3 dimensions.
L'exposition d'œuvres sur Internet. Ce premier type fait suite au CD-ROM éducatif et culturel. Sa forme reprend celle de l'encyclopédie multimédia. Son interactivité, minimale, se limite aux possibilités de la navigation Internet. Sa syntaxe, pour l'essentiel, est construite sur le scrolling, le défilement vertical et horizontal de la page web, et les hyperliens, qui permettent de structurer les données en un discours multimédia. Encore aujourd'hui, ce type d'exposition virtuelle reste le plus répandu sur Internet pour des raisons essentiellement pratiques. Le Louvre en fait largement usage dans son site, dans des pages qui s'apparentent à des notices de catalogue. Les applications interactives. L'audioguide interactif est la deuxième utilisation que fait le Louvre des expositions virtuelles. En 2012, en partenariat avec Nintendo, le Louvre développe un jeu vidéo pour la console portable 3DS qui permet aux joueurs de se promener virtuellement dans le musée. Mais ce jeu prend tout son sens in situ lorsqu'on y joue directement dans le musée, car il acquiert alors la fonction d'audioguide. La console portable permet dès lors de se repérer de salle en salle et d'avoir accès à des commentaires sur les œuvres. Les informations proposées par l'audioguide restent sensiblement les mêmes que dans le CD-ROM Louvre Peinture et Palais. L'accrochage des collections évoluant peu dans le temps, les informations ont simplement été mises à jour et adaptées à la console Nintendo. L'originalité de cet audioguide réside davantage dans sa dimension marketing, dans la mesure où le premier bénéficiaire de ce partenariat avec Nintendo est l'image du Louvre. En effet, cette médiation muséale, labellisée Nintendo, est attractive auprès du jeune public et accorde une image familiale au Louvre. L'audioguide de Nintendo anticipe par ailleurs la technologie de la réalité augmentée qui ouvre actuellement de nombreuses possibilités en termes d'exposition virtuelle géolocalisée. Les environnements immersifs. Le troisième type d'exposition virtuelle est la visite immersive en 3 dimensions. L'offre actuelle du Louvre est étonnamment obsolète. Elle se résume à une section du site dans laquelle on peut visiter online le musée selon le modèle de Google Street View. L'internaute accède à une photographie à 360 degrés et en cliquant dans celle-ci, il se téléporte dans une nouvelle image panoramique. En avançant par à-coups, par téléportation successive, la sensation d'un espace virtuel se crée qui correspond à l'espace des collections du musée. En déplaçant la souris, l'internaute contrôle la caméra, ce qui donne l'impression d'une vue subjective. Les images à 360 degrés incluent aussi des métadonnées, telles que des informations textuelles sur certaines des œuvres. C'est donc une forme de réalité virtuelle primitive. Elle est aujourd'hui dépassée par la technologie de la 3 dimensions calculée en temps réel, telle qu'on peut l'expérimenter par le biais des casques de réalité virtuelle. Par rapport aux 2 types précédents d'exposition virtuelle, l'environnement immersif se présente comme un substitut à la visite physique du musée. Si l'audioguide en est un complément et la page internet en est l'archive, la réalité virtuelle tend à en proposer une expérience équivalente. Le musée du Louvre a donc recours à 3 types d'expositions virtuelles, chacun étant associé à un média spécifique: la page internet, le jeu vidéo et l'environnement en réalité virtuelle. Dans les 3 cas, l'utilisateur a accès à une mise en espace de reproduction qui se veut fidèle à la collection du musée. Si la nature de l'espace varie, de la 2 dimensions de la page web à la 3 dimensions de l'environnement immersif, la manière dont le contenu est articulé reste similaire. À chaque fois, l'institution supervise rigoureusement la présentation de sa collection. Pour chacune de ces expositions virtuelles, l'impératif est de reproduire le plus fidèlement possible les conditions d'exposition réelles. La disposition des reproductions d'œuvres reprend leur accrochage dans les collections. Il s'agit de retranscrire cet accrochage dans l'espace du nouveau média. Il en est de même pour le rapport au savoir qui reprend l'organisation des 8 départements du Louvre. Ainsi, ces expositions virtuelles déclinent l'institution muséale à travers des reproductions, comme le ferait un catalogue d'expositions. In fine, ce qu'elle tente de reproduire, ce n'est non pas une œuvre ou une exposition, mais bien le musée dans son ensemble.
À contre-pied de cette utilisation de l'exposition virtuelle comme une manière de valoriser les œuvres et les institutions qui les possèdent, certains auteurs la considèrent comme un médium à part entière et l'utilisent pour créer des œuvres originales. Il serait intéressant de tracer la généalogie de ce geste, consistant à faire œuvre en agençant des reproductions. Sans aucun doute, Aby Warburg en est un précurseur avec l'Atlas Mnémosyne qu'il entreprend à la fin de sa vie de 1921 à 1929. Warburg conçoit le mnémosyne en accrochant des gravures et des photographies d'œuvres sur des planches avec des agrafes et des trombones. Il les présente ensuite dans la salle de lecture de sa bibliothèque ou à l'occasion de conférences. Ce faisant, il réalise littéralement un accrochage, au sens où l'on dispose des œuvres dans un espace d'exposition. Toutefois, le lieu où opère l'exposition est moins l'espace de la salle que celui des planches. Le mnémosyne est une minutieuse scénographie, des images sur les planches et des planches entre elles. Roland Recht, dans son introduction à l'édition de 2012 de l'Atlas Mnémosyne, compare à juste titre la composition des planches du mnémosyne à celle du livre de Mallarmé, où les mots constellent la page. Le propos de Warburg est dans la sélection et la disposition des reproductions sur l'espace de la planche, tout comme Mallarmé dispose des mots sur la page. De ce fait, l'Atlas Mnémosyne produit son propre espace. Warburg agit tout à la fois en conservateur et en commissaire d'exposition, en prélevant des œuvres dans sa bibliothèque et en les exposant dans les planches du mnémosyne. Bien que la création de Warburg, qui était historien d'art, s'inscrit dans une recherche scientifique, un grand nombre d'artistes ont par la suite cherché à poursuivre dans cette direction. Marcel Broters, par exemple, prolonge singulièrement la méthode de Warburg, notamment par la dialectique qu'il installe entre livre et exposition. Une de ses pièces maîtresses, Le Département des Aigles, qu'il réalise entre 1968 et 1972, s'apparente ainsi à un musée virtuel dans sa capacité à agencer des collections d'images et d'objets, qu'il s'agisse d'œuvres de Marcel Broters lui-même ou d'autres artistes. Enfin, je vais terminer mon exposé en présentant succinctement l'ouvroir de Chris Marker. L'ouvroir, qui est inauguré à l'occasion de son exposition personnelle Farewell to Movies en mars 2008 au Museum of Design de Zurich, est un musée virtuel situé dans le jeu vidéo Second Life. L'ouvroir est réalisé en collaboration avec l'artiste autrichien Max Mositzer, qui assiste Chris Marker pour la partie technique. Marker avait déjà travaillé à plusieurs reprises avec les technologies informatiques. Parallèlement à son œuvre de cinéaste, Chris Marker réalise très tôt des œuvres numériques telles que le programme informatique Dialector en 1985, l'installation interactive Zapping Zone, présentée en 1990 au Centre Pompidou, le CD-ROM multimédia eMemory en 1997 et le site internet Gorgomancy, son œuvre ultime et totale qu'il réalise en 2012, l'année de sa mort. Avec l'ouvroir, Marker se saisit des possibilités du jeu vidéo Second Life pour étendre et déployer son écriture multimédia. Il met en espace son musée virtuel comme il réaliserait un film. En collaboration avec Mositzer, il construit l'ouvroir en positionnant des éléments multimédia au sein de Second Life. Images fixes, séquences vidéo, texte, modélisation 3D, éléments interactifs. L'espace de l'univers virtuel devient le lieu d'un montage. Marker y éparpille des clins d'œil à son œuvre. On peut ainsi voir la reconstitution du bar La Jetée, l'izakaya qui lui est dédié à Tokyo, ou des sculptures flottantes qui ne sont pas sans rapport avec les déchets que l'on aperçoit dans son court-métrage Junkopia, réalisé en 1981. Marker installe également de nouvelles créations qui donnent une singularité à l'ouvroir. Il ajoute les contenus de manière accumulative, comme l'on construirait une cabane, en recyclant des objets et en les assemblant progressivement. Cela donne au musée un aspect bricolé, mais aussi stratifié. Les couches d'objets virtuels sont autant d'entrées dans l'œuvre de Marker. On accède là à cette représentation de la mémoire chère au cinéaste qui souvent procède par découpage géographique. Comme le relève Arnaud Lambert, dans le numéro 46 de la revue Vertigo, l'ouvroir accomplit le projet déjà formulé dans le CD-ROM eMemory d'un montage à partir de la mémoire du cinéaste.
Il devait y avoir une suite plus ample à l'e-memory qui devait être un DVD-ROM. C'est finalement une île qui a poursuivi le projet de l'e-mémoire. Elle s'appelle l'Ouvroir et sise à l'adresse 189 70 39 sur Second Life. Différents lieux, différents espaces sont construits sur cette île, qui tous donnent accès à un aspect de l'œuvre de Marker. L'île est à la fois un musée, qui double la rétrospective de Zurich, dont l'Ouvroir en est en quelque sorte le reflet, un véritable art de la mémoire, c'est-à-dire une technique de l'archive, et un pur espace utopique où l'œuvre de Marker, via son avatar, peut survivre éternellement. Fin de la citation. Lorsqu'il introduit la section qu'il consacre au film Sueur froide d'Alfred Hitchcock dans E-Memory, Chris Marker semble commenter sa propre œuvre. Je le cite. Aucun film n'a jamais montré à ce point que le mécanisme de la mémoire, si on le dérègle, peut servir à tout autre chose qu'à se souvenir, à réinventer la vie et finalement à vaincre la mort. Fin de la citation. L'Ouvroir fonctionne de la sorte. C'est un musée subjectif qui met en abîme l'œuvre de Marker. L'exposition virtuelle tente ici d'agir tel un processus mnésique, c'est-à-dire d'activer l'œuvre de Marker à la manière d'un organisme. Peut-être encore plus que dans ses autres créations, le cinéaste rend compte de l'espace psychique. Il le met en scène par l'acte de la visite virtuelle qui trace un chemin dans la matière multimédia. L'Ouvroir fait date dans l'histoire des expositions virtuelles. En appréhendant ce médium à travers son regard de cinéaste, Marker en fait une utilisation novatrice à l'antithèse de la logique patrimoniale du Louvre. Marker s'affranchit des contraintes muséales et prend plaisir à expérimenter avec les possibilités de la représentation en 3 dimensions. Curieux et amusé, il répond à l'esthétique pop de Second Life. Il pose l'encre dans sa mer virtuelle et y construit un espace d'exposition défiant la gravité. Il le cisèle, telle une fantaisie architecturale. Des parties du musée diffusent des œuvres et d'autres stimulent de nouvelles créations. L'espace de l'exposition virtuelle devient un outil pour Marker qu'il adapte à sa pensée audiovisuelle. En cela, l'Ouvroir fait la synthèse entre 2 aspects du travail de Marker, ses films et ses installations qu'il réalise dans le contexte d'exposition muséale. En effet, dans une installation comme Zapping Zone, le cinéaste expérimente avec l'espace même de l'exposition, comme ce sera ensuite le cas avec l'Ouvroir. Comme le relève Étienne Sandrin, dans le numéro 165 de Cinémaction, ces installations muséales sont des occasions pour rassembler les moyens qui lui permettent de donner forme, de bricoler des récits ou des mondes avec une nouvelle composante, l'espace, au sein duquel il s'agit de déposer et d'organiser un ensemble d'éléments comme autant de signes nécessaires à l'édification de l'œuvre. L'Ouvroir est un montage dans et avec l'espace 3D de Second Life. C'est un montage ouvert et interactif qui s'actualise dans le déplacement du joueur. L'Ouvroir est par ailleurs potentiellement une vidéo, puisque l'œuvre est aujourd'hui visible principalement sous la forme d'enregistrement vidéo de sa visite. Marker utilise donc le médium vidéoludique en tant que cinéaste. Il en saisit les possibilités vidéographiques et compose un environnement immersif tel un de ses films. En conclusion, je dirais que la réalisation des expositions virtuelles semble motivée par 2 tendances. D'une part, une approche patrimoniale destinée à la valorisation d'œuvres existantes, et d'autre part, une approche auteuriste qui tente d'assumer artistiquement les possibilités expressives du virtuel. Naturellement, ces 2 tendances s'entrecroisent dans la mise en place des projets. L'Ouvroir a par exemple une dimension patrimoniale forte, tant vis-à-vis de l'histoire du cinéma en général que de l'œuvre de Chris Marker en particulier. On remarque toutefois que ces tendances sont déjà là dans les images imprimées et qu'elles ne sont pas propres aux expositions virtuelles. Ainsi, si l'on accepte que le principe matriciel de l'exposition virtuelle est celui de la reproduction, on en conclut que l'exposition virtuelle n'est pas exclusive à un médium, mais qu'elle jalonne l'histoire des images reproduites. Sa singularité semble davantage résider dans l'action d'exposer. Le geste de l'exposition sous-entend l'écart d'une mise en regard, et c'est certainement dans la distance de cet écart
que s'ouvre l'espace propre de l'exposition virtuelle.